bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. L'entretien que vous allez écouter fait partie d'une mini-série spéciale avant les élections présidentielles américaines, dont le but est de fournir des clés de compréhension de l'Amérique, des origines à l'époque contemporaine. L'épisode d'aujourd'hui est enregistré le 12 octobre, en marge des rendez-vous de l'histoire de Blois, et mon invité est Thomas Negaroff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et journaliste. En ce moment, vous présentez l'émission C'est politique sur France 5 et le Grand Face à Face sur France Inter. Vous êtes un spécialiste de l'Amérique contemporaine. Vous avez publié plusieurs livres, dont par exemple Little Rock, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique chez Talandier. Et vous publiez actuellement Dans l'intimité des présidents américains, toujours chez Talandier, un livre qui dresse 20 portraits de présidents américains, leur vie privée, comment cette vie intime a été exposée, mise en scène, et ce que ce déballage dit de la société américaine à différentes époques. Ma première question, Thomas Negaroff, c'est que c'est votre 4e livre sur les présidents américains, après notamment des biographies de Kennedy et du couple Clinton. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez les présidents américains ? Je sais pas, sans révéler de secret, je pense qu'on est à peu près d'une génération proche. Je suis un peu plus vieux que vous, mais à peu près. Et quand on est un gamin qui a grandi dans les années 80, moi j'ai grandi dans une Amérique toute puissante. Le soft power américain était ultra présent. Moi, j'adorais le tennis. J'avais une passion pour John McEnroe. J'ai adoré les Jeux Olympiques de Los Angeles, de Carl Lewis, les films de Spielberg. Bref, je suis vraiment un gamin de ces années-là. J'habitais dans une zone pavillonnaire. Enfin, voilà, j'étais un Américain, quoi. Un Américain en région parisienne. Et ça, c'est un truc d'enfance. Mais en grandissant et en devenant étudiant, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller regarder un peu derrière, quoi, de soulever le tapis, d'aller derrière le rideau et de voir ce qui derrière ce miracle et ce rêve américain se cachait. Et s'il y a bien une figure qui incarne ce rêve américain et qui a une face pas forcément sombre mais cachée, c'est bien le président des États-Unis. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur le président américain. J'avais écrit un premier livre au début des années 2010 ça s'appelait L'Amérique dans la peau, quand le président fait corps avec la nation. Et c'est un peu ça que je prolonge avec ce livre, qui est moins universitaire que le précédent, et qui effectivement s'intéresse à la question du corps, qui aussi me fascine beaucoup. J'ai été un élève de Pascal Horry, donc les questions d'histoire culturelle m'intéressent. Et voilà, c'est comme ça que tout s'est joué progressivement dans ma construction intellectuelle. Un mot sur ce livre actuel, parce que c'est un bel objet, à la fois dans le contenu, dans la forme et dans le fond. Le fond est toujours très documenté, mais la forme notamment, c'est une galerie de portraits agrémentée d'énormément de photographies. Ouais. Pourquoi ce choix et j'imagine aussi le travail considérable que ça a dû être pour collecter cette documentation ? À partir du moment où on fait un livre sur l'intimité et plus précisément, et on va en parler j'imagine, sur l'usage politique de l'intimité, c'est très intéressant de voir en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant de raconter, mais de voir ce qu'on raconte, c'est très bien aussi. Et comme c'est une histoire visuelle en fait des États-Unis que je raconte, et la forme était très importante autant que le fond presque. En fait, on a vraiment eu envie avec l'éditrice Judith Simoni, avec Talandier, de construire un objet qui serait pas un beau livre, parce que c'est pas un beau livre, c'est un livre qui est beau, mais c'est pas ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire cette catégorie éditoriale du livre cher, rigide, richement illustré. Moi, j'aimais bien aussi la dimension presque un peu presse, c'est-à-dire que on a l'impression pratiquement de lire un peu Society, vous voyez, ce genre d'approche comme ça qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc on a des notices, effectivement, président par président, des articles assez longs, des textes assez longs, et des images, effectivement. Donc pour répondre à votre question, il y a un gros travail d'icono. Le travail, il a été mené par Karine Granier de Fer, dont c'est le métier, qui est documentaliste, et qui a fait un premier tri. Après, moi, j'allais derrière. Elle lisait mes textes pour adapter, mais je voulais aussi parfois que l'image ne soit pas qu'un support au texte. C'est-à-dire que vraiment, le statut de l'image est très important pour moi, et je voulais absolument pas que ce ne soit qu'une illustration. Donc, c'est aussi l'image, elle est aussi là pour apporter une information en tant que telle. Et donc, il y a un soin aussi donné aux légendes, qui ne sont pas que des légendes factuelles, c'est des légendes aussi qui donnent un angle et une manière de regarder l'image. Parfois, il y a des images qui sont assez connues, et puis il y a des images totalement méconnues, mais les deux ont leur force, parce que les images connues, quand on les met dans un raisonnement différent ou dans un autre processus, on les regarde différemment. Et ça qui m'intéressait, et les images inconnues ou méconnues, c'est des images qui racontent quelque chose, souvent de plus insolite, mais qui participent aussi du propos du livre. Le premier président auquel vous consacrez un portrait, il est très connu, c'est Abraham Lincoln, qui a été le 16e président des États-Unis et celui de la guerre de sécession. Oui. C'est d'ailleurs le seul du 19e siècle. En quoi il se singularise pour vous ? Alors très vite, la question s'est posée de savoir
on avait une vingtaine de présidents à faire. Sur le thème de l'intimité politique, moi très vite j'ai dit en fait c'est un sujet du XXe siècle. Parce que c'est un sujet qui est en regard des masses médias. Il faut un support, il faut un tuyau pour diffuser les images. Aussi d'une nouvelle manière de penser la politique avec l'émergence aussi de la publicité. Donc c'est une espèce de convergence de plein de domaines différents en un moment et une figure qui est le président des États-Unis ou le candidat à la présidentielle. Mais je me suis dit que c'était quand même pas mal d'aller au 19e avec un problème qui est que, un, il y a peu d'images, et deux, et les pères fondateurs l'ont formulé assez clairement dès les premières présidences, qui est de dire, en fait, on ne fait jamais programme sur soi-même. C'est indélicat, c'est impoli de le faire. Donc on parle d'un programme, mais on n'est pas du savon, on ne se vend pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre du rejet. Pourquoi j'ai choisi Lincoln ? Parce que Lincoln, tout de même, raconte déjà un peu ça. C'est-à-dire que lui-même, dans cette vraie grande tradition du 19e, ne veut pas, mais il a des gens qui, autour de lui, commencent à le vendre, et à vendre notamment son histoire personnelle comme un atout politique. Et va naître un mythe au moment de la présidentielle de 1860, qui est le type, en fait, qui est né dans une cabane en bois, qui raconte que tout est possible dans ce pays à condition de le vouloir. Donc ça résonne avec un aspect du rêve américain. Et donc Lincoln était intéressant pour ça, parce qu'il est iconique, parce qu'on s'en réfère beaucoup au XXe siècle, et parce que vraiment, c'est le premier président, je pense, qui raconte à ce point sa vie privée, même si c'est à son corps défendant, et j'emploie le terme de corps volontairement, que ça se passe. On raconte son histoire, mais on raconte aussi son apparence, parce que l'image que l'on connaît aujourd'hui de lui, c'est l'homme barbu. Ouais. Et or, on apprend que c'est en fait une construction après son élection présidentielle en 1860. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a des photos de lui imberbe, qui dessine d'ailleurs un personnage beaucoup plus dur et beaucoup plus froid. Et c'est une petite fille, dit-on, dans une lettre, qui lui dit « Ah, mais votre barbe, vous seriez beau avec une barbe ». Et il tente la barbe. Alors, est-ce que c'est de la mythologie ou pas ? C'est ça qui est intéressant aussi dans l'histoire de le livre. C'est que parfois, on ne sait pas vraiment si c'est une construction politique ou une réalité. Mais c'est vrai que la barbe de Lincoln raconte quelque chose d'un corps qu'on présente aux Américains et d'une iconographie qui s'impose. Ce corps, on le présente aussi après la mort. D'ailleurs, vous racontez aussi ses funérailles, qui sont quasi monarchiques, puisqu'il a été assassiné une semaine après la reddition de l'Armée du Sud par un acteur qui est sympathisant de la cause confédérée. Est-ce que aussi cette mise en image de la mort participe aussi à l'héritage de ces présidents-là ? Oui, alors bien sûr. Alors là, on est moins dans le sujet, parce que le sujet, c'est vraiment l'intimité comme un rôle politique. Quand on meurt, on a moins de rôle politique, même si un héritage peut peser, bien sûr. Mais c'est vrai que la mort et les funérailles de Lincoln, monarchique, quasi monarchique, marquent d'ailleurs une référence pour la mort de Kennedy. Jackie Kennedy, quand il va s'agir de penser les funérailles de son mari, va se jeter dans les livres qui racontaient les funérailles de Lincoln. Elle veut quelque chose de cet ordre-là, parce qu'elle les inscrit dans une même histoire, du progressisme, d'une idée de l'Amérique. Donc oui, il y a un fil qui se tend entre ces deux présidences, mais la question de la mort est moins intéressante pour moi que de la sortie du pouvoir, qui en général, et heureusement pour eux, se passe en général moins dans la mort que dans la vie. Mais le retour à la vie normale est intéressant, parce que pour le coup, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question, et peut-être que je travaillerai davantage ça un jour, mais c'est la question de la sacralisation et de la désacralisation. Et pour le coup, il y a une sacralisation qui est induite par la prestation de serment, et ce moment de désacralisation qui est la sortie du pouvoir. Et ça s'est fait progressivement. Je raconte dans le bouquin comment Monsieur et Mme Truman, quand ils quittent la Maison Blanche en 1953, en janvier 1953, ils partent dans une voiture de location, une petite voiture pas chère, et ils vont faire un tour comme deux Américains. Ils deviennent des Américains normaux. Et ça a été possible à un moment donné de l'histoire américaine. Aujourd'hui, c'est impossible. Les services secrets sont désormais présents, y compris pour les anciens présidents, qui font des conférences à 1 milliard, qui jouent un rôle politique. Donc c'est très différent. Ils conservent une forme de sacralité qui avait disparu à un moment donné. Et en fait, les présidents de l'ancien temps, jusqu'à Kennedy, d'une certaine manière, qui lui quitte le pouvoir de manière un peu violente, mais jusqu'à Kennedy, on avait ça, et ça les rapprochait un peu de figures peut-être monarchiques, où tout à coup, le pouvoir sacré quittait la personne.
C'est marrant que vous touchiez à cette histoire de sacré, parce que dès le premier chapitre, vous écrivez une phrase, et je vous cite, c'est que les Américains veulent élire un homme qui leur ressemble, et surtout qui met en musique le mythe d'une Amérique des possibles. Ouais. Et donc cette image d'homme proche, on constate aussi, et on peut en être surpris, la permanence finalement de cette vérité tout au long du XXe siècle. Ouais. Oui, ça c'est. Il y a plusieurs éléments qui structurent le livre, même si c'est président par président. En fait, ça peut se lire aussi de A à Z. On peut lire président par président, mais on peut aussi lire la totalité. Et lire la totalité, ça permet de voir et de saisir les ruptures. Mais s'il y a bien une chose qui ne rompt pas, pour le coup, c'est effectivement l'idée que le président doit vous ressembler pour vous rassembler. Et il utilise énormément d'instruments, d'outils pour cela, qui sont de l'ordre de sa famille, de son rapport aux autres, aux choses, une normalité souvent totalement inventée, construite, fabriquée. Oui, Mais parce qu'il y a des présidents qui sont aristocratiques, et pourtant qui vont jouer la carte du peuple. Oui, la plupart. Même, regardez, Theodore Roosevelt, qui ouvre le livre après Lincoln, c'est un intellectuel d'une grande famille aristocratique. Mais il met en avant des valeurs de virilité, de force, on va en reparler peut-être, mais de normalité, et il efface complètement son caractère intellectuel. C'est quelqu'un qui a écrit 20 livres de haut niveau. Il ne faut surtout pas qu'il apparaisse comme un intellectuel, ce qui d'ailleurs traduit une autre idée de l'Amérique, qui est l'anti-intellectualisme. L'idée, c'est que l'intellectualisme vous éloigne du peuple et donc de l'aspiration démocratique. Ça, c'est intéressant, parce que le président américain, c'est quand même l'incarnation de la démocratie qui fonctionne dans son pouvoir et dans l'alternance qu'il accepte. Et là, on est en plein dans une opposition parce que c'est pas le cas. Mais donc, on doit surjouer ce côté démocratique, présidentiel, et la présidentialisation, elle passe par effectivement cette idée de je vous ressemble. On dit toujours qu'aux États-Unis, celui qui va gagner, c'est celui avec lequel on irait boire une bière. Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aujourd'hui encore. D'ailleurs, la semaine dernière, Kamala Harris, à la télévision américaine, a bu une bière et a dit qu'elle buvait de la bière. Non, mais c'est c'est important. C'est très important parce qu'elle sait. Elle sait à quel point se connecter avec les Américains, dire je vous ressemble, je suis comme vous, c'est un point essentiel pour être élu. Une fois qu'on est au pouvoir, ça peut être plus compliqué, c'est un peu comme en France. Vous avez François Hollande, président normal, mais une fois au pouvoir, on veut quelqu'un de sacré. C'est toujours la difficulté, c'est toujours l'ambiguïté des attentes démocratiques. C'est-à-dire que vous voulez quelqu'un qui vous ressemble et puis vous voulez quelqu'un qui est bien différent de vous parce qu'il doit vous montrer un chemin. Donc on veut à la fois mon voisin et le Messie, ce qui est assez rare que votre voisin soit le Messie. Mais c'est ce qu'il essaie de mettre en lumière, ce qui n'est pas facile. Et est-ce que les présidents américains cherchent aussi à se revendiquer de l'héritage des pères fondateurs ? Parce que donc la deuxième partie de votre affirmation, c'est qu'il faut mettre en musique l'Amérique des possibles. Oui. Ça renvoie aussi à l'imaginaire des premiers temps, où justement il y avait une nation à construire, une destinée manifeste à accomplir. Est-ce que les présidents du XXe et XXIe siècle se réclament encore de ces premiers temps des pères fondateurs de l'indépendance ? Toujours. C'est une référence permanente, dire qu'ils sont à la hauteur de ce message des pères fondateurs, qu'on ne définit jamais d'ailleurs, donc c'est complètement mythifié, et de dépeindre l'adversaire comme étant quelqu'un qui est à l'envers des valeurs des pères fondateurs. Et il y a 2 présidents qui l'ont mis le plus en avant, qui étaient des présidents minoritaires, et qui ont su utiliser cette question-là pour gagner l'élection et donc devenir majoritaire. C'est John Kennedy, catholique minoritaire dans une Amérique protestante. Il faut s'imaginer que l'élection de 60, c'est une élection extrêmement violente, où vous avez des pasteurs qui se réunissent pour tuer la campagne de Kennedy, pour considérer que la première chose qu'il va faire, c'est un tunnel sous l'Atlantique pour aller jusqu'au Vatican chercher ses ordres. On en est là quand même. Et Kennedy va aller à Houston en 1960, prononcer un grand discours devant des pasteurs, pour leur dire que l'Amérique va les lire et qu'ainsi elle sera à la hauteur du discours de tolérance des pères fondateurs. Vous voyez comment on s'appuie sur les pères fondateurs pour se faire élire et pour aller contourner un élément de son intimité qui est sa foi quand même, pour en faire au contraire un élément positif. Et le deuxième président qui va le faire, c'est Barack Obama. Lui, la question n'est pas religieuse mais raciale. On ne se souvient pas vraiment, mais en 2008, pendant la primaire, pas la présidentielle, la primaire, face à Hillary Clinton, en mars 2008, fin février, début mars 2008, on commence à ressortir des propos de son révérend, le révérend Wright, qui avait tenu des propos très durs envers l'Amérique. Il avait dit « pas God bless America, God damn America ». Et donc la petite musique était « ce président noir n'aime pas l'Amérique ». Et donc pour vaincre ça, il a fait son grand discours sur la race à Philadelphie, où il raconte son histoire blanche, noire, etc. Et il dit « vous allez, comme Kennedy, vous allez m'élire et vous allez prouver ainsi au monde entier que vous êtes un peuple tolérant. » Et cet appel aux valeurs mythologiques, mythiques, fantasmées peut-être de l'Amérique,
Ça, les présidents américains et les candidats le mettent absolument en avant. Et pour cela, ils mobilisent notamment, mais pas seulement, notamment leur vie privée et leur intimité. C'est pour ça que c'est un thème qui permet de faire de la politique. C'est pas un livre de secrets. C'est pas un supplément les secrets des présidents américains. Pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Et je ne veux pas que les gens le lisent pour ça. Parce que peut-être ils vont apprendre des secrets. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les secrets ne sont pas secrets. Parce qu'ils sont mobilisés par les candidats pour en faire une arme politique. Ou alors, quand ils sont révélés, c'est à des fins politiques par leurs adversaires. Donc c'est le secret, l'intimité au cœur d'un discours politique. Et cette apparence, finalement, on a parlé du profil du président normal, de Monsieur Tout-le-Monde, de celui avec qui on aime boire la bière. Et on voit, à vous lire, qu'il y a une autre grande catégorie comme ça de profil qui est celui de l'homme viril. Oui. Le cow-boy, on mobilise cet imaginaire avec le chapeau de virilité, de machisme. Est-ce que c'est une alternance par cycle ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de relation avec la couleur démocrate ou républicaine, mais que c'est en fait des cycles. Est-ce que ça correspond à des moments différents de la société américaine ? Oui, alors le cycle n'est pas entre ressembler et virilité, parce que la virilité, c'est aussi une manière de ressembler à des Américains. Donald Trump, quand il exalte la virilité, il veut ressembler aux masculinistes américains, il y a une idée de ressembler. Le cycle, c'est entre des présidences qui mobilisent la virilité et des présidences qui mobilisent l'empathie. C'est ça le véritable cycle que j'ai déterminé depuis un petit moment, mais là que je creuse encore un peu plus, et qui, effectivement, vous avez raison, déborde la question républicain-démocrate, mais ne l'élimine pas totalement tout de même. Les présidents républicains mettent quand même souvent en avance les valeurs de virilité, là où les présidents démocrates des valeurs d'empathie. Ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est à quel point, quand on regarde qui est élu et quelles sont les valeurs que la personne met en avant, ça dit des choses de l'Amérique au moment où elle vote. C'est un extraordinaire révélateur et fixateur, si on voulait parler comme un labo photo, de l'état de la société américaine. Quand en 2008, Barack Obama est élu président des États-Unis, il met en avant, non pas la virilité, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'un noir qui met en avant la virilité, ça ferait peur, dans les préjugés raciaux, mais aussi parce que en 2008, l'Amérique sort de 7 ans de deux guerres en Irak et en Afghanistan. Il y a une fatigue de la guerre aux États-Unis, une fatigue de la polarisation aussi, et lui arrive en disant « Mon principal message, c'est de combler le gap empathique dans notre pays ». Je pense que Barack Obama n'aurait pas été élu en 2004 ou en 2001. Il y a eu parce que c'était un moment précis de rencontre entre une attente démocratique, une attente de la société américaine et un discours proposé par un candidat. Quand Donald Trump est élu en 2016, c'est parce que ça suit aussi les années Obama et que tout à coup il y a une Amérique qui s'est sentie dévirilisée par Obama, qui a perdu un certain nombre de valeurs et qui se dit ce type-là peut répondre à notre attente. C'est intéressant, c'est en ça que c'est très intéressant de regarder qui est élu, parce que pour moi, le président, il doit tendre un miroir flatteur aux Américains. Et ce miroir flatteur, parfois c'est un miroir flatteur de virilité, parfois c'est un miroir flatteur d'empathie, ça dépend les moments. Mais quand vous dites au début, c'est pas forcément des républicains et des démocrates, c'est vrai qu'en 1960, quand John Kennedy est élu président des États-Unis, il succède à un vieux président, pourtant ultra viril. Eisenhower, général 5 étoiles, je sais pas vous Rassan, mais moi, je sais pas commander un débarquement en Normandie, lui il sait. En revanche, oui, je peux à peine commander mes enfants. Donc voilà, pareil. En revanche, il est vieillissant. Eisenhower, il fait une attaque cardiaque et il laisse les soviétiques prendre une avance dans la conquête spatiale. Et quand Kennedy arrive avec sa jeunesse, ses mensonges peu importe, mais sa jeunesse et sa force physique, sa vigueur, il dit, il y a dans ce pays avec les soviétiques non pas un missile gap de missile, mais un muscle gap, un gap musculaire. Et donc il remet la question de la virilité au centre. Ça c'est vachement intéressant. Et c'est un démocrate. Donc en effet, même si globalement républicain-démocrate ça colle assez à mon cycle virilité-empathie, il y a parfois des inversions qui tiennent à la géopolitique, à la fin de la frontière. Quand Theodore Roosevelt arrive au pouvoir au tout début du XXe siècle, en 1900, il n'y a plus de frontières à conquérir, et donc il faut quelqu'un qui leur rejoue le fantasme de la frontière, du pionnier, voilà, parce qu'il y a une sorte de nostalgie. Les Américains, c'est un peuple nostalgique. Et, c'est le paradoxe, qui adore la modernité. Et donc le président doit sans cesse être dans deux temporalités. Les candidats, pas les présidents, les candidats, dans deux temporalités. À la fois, exalter un passé mythique et dresser un avenir glorieux. C'est ça qui est difficile quand on est candidat à la présidentielle américaine. Je ne sais pas si vous avez des tentations de... Non. Je ne suis pas né aux États-Unis, donc je ne pourrais pas prétendre. Bonne réponse.
Vous avez touché, Thomas Negaroff, à la maladie, à l'homme vieillissant, Eisenhower, qui parfois peut entrer en contradiction avec son aspect de caractère viril. Et la maladie, justement, c'est un sujet quand même intime, majeur parmi les autres. On sait que Woodrow Wilson avait subi un AVC en 1919 qui le rend complètement handicapé. Et on voit à cette occasion que sa femme prend le pouvoir quasiment. D'ailleurs, vous déclarez, c'est un débat. Voilà, alors, parce que vous déclarez que quand Hillary Clinton sera aux portes du pouvoir en 2008, des journalistes et des historiens rappelleront qu'une fois déjà une femme a dirigé l'Amérique, et vous parlez d'Edith Wilson. Pourquoi c'est un débat? C'est à quel point elle a exercé une influence? Parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Il y a un bouquin de Patrick Veil sur Wilson, le président malade, qui est un bouquin publié aux États-Unis, qui est traduit en français, ou inversement, enfin bref, dans les deux pays. Et lui, il est assez catégorique. Non, Edith n'a jamais gouverné les États-Unis, sauf peut-être quelques semaines, etc. Franchement, c'est un vrai débat entre historiens, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure, pendant quelques semaines, voire quelques mois, Wilson est en capacité de gouverner le pays. Et donc, il y avait tous des stratagèmes d'obscurité pour que les invités entrent dans sa chambre sans voir qu'il était devenu quasiment hémiplégique. Et c'est effectivement Edith, sûrement, qui a signé des décrets. Ça, c'est assez avéré. Et donc, c'est pour ça que ce débat, effectivement, est né. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, personne n'en parle. Alors, si, il y a un débat sur est-ce que le président est capable de gouverner? Il y a un débat. Ça, c'est vrai. Mais les présidences suivantes, c'est open bar pour les présidents et les candidats pour s'inventer une forme physique qu'ils n'ont pas. C'est Franklin Delano Roosevelt qui ne peut pas se déplacer sans béquille ou sans un harnachement terrible sous son pantalon, qui demande aux journalistes pas de photos les gars, et les journalistes baissent les appareils photo pour ne pas nuire à cette image-là. C'est Kennedy. Parce qu'il a eu la polio. La polio, voilà, et donc il est paralysé. Il a eu la polio jeune. Voilà, mais Kennedy, c'est une rupture d'ailleurs, parce que vous dites que c'est le dernier qui à la fois a pu cacher ses maladies et sa vie sexuelle débordante. Oui, c'est le dernier. C'est la rupture Kennedy, parce que après Kennedy, il y a Richard Nixon. Enfin, entre-temps, il y a Lyndon Johnson, mais après, c'est Nixon. Et Nixon, c'est le mensonge, le grand mensonge de Watergate. Et ça, c'est une forme de fin de l'innocence aux États-Unis. Le président peut nous mentir, et donc il y a une demande sociale de transparence, un peu comme chez nous, mais beaucoup plus tôt aux États-Unis. La presse commence à être beaucoup plus tatillonne, et les candidats vont mettre en avant une transparence totale, quitte à ce qu'elle soit même surprenante, comme Jimmy Carter, qui va faire une interview avec Playboy. Lui est le très très religieux Jimmy Carter, qui a fait rentrer dans les ordres, et qui, pendant la campagne présidentielle de 76, va faire une interview à Playboy où il dit que ça lui est arrivé dans sa tête de tromper son épouse. Vous voyez, j'allais dire à qui ne s'est pas arrivé. J'espère que ma femme n'écoute pas, mais c'est une plaisanterie bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hallucinant qu'on en arrive à ce niveau de transparence. C'est-à-dire qu'on veut maintenant scanner l'âme et les cœurs des candidats. Donc on est allé très 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 loin là-dedans, et c'est certainement la rupture Nixon, à mon avis, qui l'opère. Cette demande de transparence, d'ailleurs, elle se heurte quand même à un fait. Je trouve que dans cette Amérique puritaine, mentir sur sa vie sexuelle, ses relations, peut vous coûter une carrière. Mais j'ai l'impression que quand on arrive au sommet, ça compte moins. Aujourd'hui, Bill Clinton n'a pas une mauvaise image, durablement écornée par l'affaire Lewinsky et son parjure devant la Cour suprême. De même, Donald Trump se sort plutôt indemne de tous ces frasques. Est-ce que finalement, quand on arrive à ce tel niveau de pouvoir, on prend moins en compte l'opinion publique? C'est un peu différent. Clinton, ça lui arrive en plein deuxième mandat en 98. Ça a été quand même extrêmement violent, dur. Il a dévissé dans les sondages, clairement. Même s'il y a encore beaucoup d'Américains qui pensaient à l'époque qu'il était un bon président, ce qui permet de nuancer un peu l'idée d'un pays puritain qui n'arriverait pas à distinguer l'homme de l'artiste, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'après la présidence, les Américains ont un regard toujours très tendre sur leurs anciens présidents, et ça lui a pas nui, mais après la présidence. Mais pendant la présidence, ça a été quand même très dur. Trump, c'est un cas unique, je pense. Oui. Parce que Trump, c'est pendant la campagne de 2016 déjà, où il a des propos terribles sur les femmes. Vous vous souvenez, la vidéo qui sort où il dit qu'il les attrape par là, que quand on est président, c'est génial parce qu'on peut forcer les femmes et les embrasser à pleine bouche dans la rue. Bref, c'est un comportement de prédateur sexuel. Et pourtant, ça lui nuit pas. Franchement, j'étais commentateur à l'époque, tous les commentateurs disent il est mort quand on découvre ça. L'inter avec Billy Bush qui sort, il est mort. Et puis il est pas mort. Et alors moi je me suis dit mais pourquoi il est pas mort? Et bien parce que ça n'a surpris personne. C'est ça en fait la question. L'intimité est une arme politique extraordinaire,
tant qu'elle n'entre pas en opposition avec l'image qu'on se fait de vous. Si on découvre que John Kennedy était infidèle, c'est une catastrophe. Parce qu'il a construit une image qui est celle de l'homme parfait, du père de famille idéal. Si on découvre qu'il est malade, c'est une catastrophe. Parce qu'il a dessiné un corps viril et sportif et jeune éternel. Quand Trump, on découvre ça, on ne découvre rien en réalité. On met juste des mots, peut-être plus précis, mais sur un sentiment qu'on connaissait depuis toujours. Les gens qui connaissent Trump depuis toujours. On l'a vu dans ses concours de beauté, on l'a vu dans ses... C'est quelqu'un qui est dans les médias et dans les yeux des Américains depuis 25 ans. Donc on ne découvre pas. Et donc ça ne lui a pas nui parce qu'il n'y a pas d'inadéquation entre l'intime et le politique. C'est une catastrophe quand l'intime et le politique se contredisent et se contrarient. Vous avez parlé, Thomas Negerhoff, des médias, et on voit d'ailleurs dans le livre qu'à chaque révolution des médias, il y a des gagnants, des perdants, mais les présidents et leurs équipes de communication vont adapter leur stratégie. Oui. La radio, puis la télévision, puis Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que tout est transparent et est-ce que les médias aux États-Unis ont des limites, des scrupules vis-à-vis de leurs hommes politiques, ou est-ce que tous les coups sont permis ? Aujourd'hui, vraiment, tous les coups sont permis, parce qu'il y a une concurrence entre les médias qui est très puissante, il y a un modèle économique qui est celui effectivement du buzz et du scoop. Monica Lewinsky dit qu'elle est la première victime d'Internet. Et c'est vrai. Parce que quand l'affaire sort, c'est le Drudge Report, qui est un site Internet, qui le sort. C'est la boîte de Pandore. C'est à partir du moment où... Parce qu'après, pendant 6 mois, c'était matin, midi et soir, Monica Lewinsky, sur tous les médias. Et donc, il y a eu là un précédent. Et aujourd'hui, les médias ne lâchent pas. Et dans le livre, je cite Barack Obama, face à des étudiants. Il est élu pour son premier mandat, et un gamin se lève et lui dit « Monsieur le Président, j'aimerais être président des États-Unis, est-ce que vous avez un conseil ?» Et il lui dit « Oui, j'en ai un. Faites attention à ce que vous mettez sur Facebook. » Pour terminer, Thomas Negerhoff, je voulais vous interroger sur la prochaine élection américaine, parce que donc, nous enregistrons 3 semaines avant et l'épisode sera publié juste avant. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura une première, puisque c'est soit le retour d'un ancien président... C'est pas une première. C'est pas une première ? Grover Cleveland. Ah, alors bon. Une deuxième. Une deuxième, en tout cas. Bon, une première au XXe siècle, alors. Oui. Au XXIe, d'ailleurs. Il est fort, Hassan. Ou alors une femme, Kamala Harris. Kamala Harris, qui jusqu'à cet été était relativement une inconnue. Je ne sais pas quelle était sa perception aux États-Unis, mais en tout cas dans le monde, elle était relativement inconnue. Est-ce que justement, elle cherche à partager sa vie intime ? Est-ce qu'elle a un intérêt électoral à le faire ? Oui, elle doit le faire absolument. Elle doit se présenter aux Américains. Elle doit montrer quelque chose d'elle-même, et que ce quelque chose d'elle-même soit un miroir flatteur. Et là, ce qu'elle raconte d'elle-même, c'est qu'elle est belle-mère. Ça raconte aussi quelque chose. Vous avez aujourd'hui 40% des couples américains qui vivent avec des enfants qui ne sont pas biologiques de l'un ou de l'autre des parents. Donc c'est une réalité sociologique majeure aux États-Unis. Elle n'a pas eu d'enfants biologiques. Là, c'est plus rare pour une femme, mais il y a à peu près un quart des Américaines de son âge qui n'ont pas eu d'enfants, donc un peu moins, mais c'est quand même, voilà, c'est un phénomène. Donc elle raconte quelque chose. Il faut aussi qu'elle arrive à connecter avec les Américains, mais c'est très difficile quand on est une femme, et une femme de minorité en particulier, parce qu'il y a une série de préjugés. L'un des préjugés les pires pour elle, ça serait the black angry woman. C'est la femme noire en colère. Ça, c'est un préjugé racial. C'est pour ça qu'elle rigole autant, je pense. C'est peut-être son caractère, mais il faut absolument qu'elle démine tout ça. Et en fait, elle a 2 exemples dans l'histoire américaine. Elle a Barack Obama, comment il a réussi à déjouer tous les pièges raciaux. Et elle a Hillary Clinton, qui n'a pas su déjouer les pièges de femmes. Et donc, elle fait une campagne où elle ne met pas tellement en avance sa féminité, en tout cas pas tant que ça. Et elle ne met pas non plus tellement en avance sa question raciale. En même temps, elle n'a pas besoin. On voit que c'est une femme. On voit que c'est une femme noire. Donc, attention à ne pas mettre trop en avant. Et puisqu'elle a retenu peut-être d'Hillary Clinton... C'est la difficulté pour une femme de faire campagne aux États-Unis. On parlait de virilité et d'empathie. Une femme virile, c'est super, pour montrer qu'elle est capable de diriger. Mais elle est considérée comme une femme froide, distante. On n'irait pas boire une bière avec elle, pour les gens qui ont écouté le début du podcast. Et si elle est empathique, elle n'est qu'une petite chochotte, incapable de diriger le monde. Et donc, c'est un équilibre beaucoup plus difficile que chez les hommes. Un homme peut pleurer, mais c'est l'arme de John Wayne, une arme virile. Pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la ligne de crête est bien plus étroite. Et si elle est élue, est-ce que vous avez déjà préparé son chapitre pour une version actualisée du livre ? Bien sûr. Merci beaucoup Thomas Negerhoff d'avoir accepté cette invitation. Merci Hassan. Je rappelle le titre de votre livre, Dans l'intimité des présidents américains, paru aux éditions Talendier. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.